Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Dans ce troisième épisode, nous allons traiter d'un sujet vaste et fortement lié à l'histoire contemporaine de la France, les centrales nucléaires. Les centrales permettent de récupérer l'énergie nucléaire provenant de la fission des atomes du combustible sous forme d'énergie thermique. La transforment en énergie cinétique, puis en énergie mécanique, et enfin en énergie électrique. La fission est la base de fonctionnement de toutes les centrales nucléaires de production d'énergie à travers le monde. Le phénomène de fission nucléaire fut découvert par Otto Hahn et Lise Meitner en décembre 1938 et consiste en l'éclatement d'un atome instable, le plus souvent de l'uranium, dû à l'apport d'un neutron. Cet atome se divise donc en deux noyaux plus légers. Cette séparation libère de la chaleur, l'énergie thermique. Cet événement libère également plusieurs neutrons qui vont pouvoir, à leur tour, rencontrer un atome instable qui va fissionner, libérant de l'énergie thermique et des neutrons qui vont reproduire le même schéma. C'est donc une réaction en chaîne. Celle-ci est bien entendu contrôlée dans les centrales afin de pouvoir modifier la production d'énergie thermique. Mais si vous enrichissez le combustible en atomes instables et que vous laissez faire la réaction, vous obtenez une bombe atomique. Alors, les centrales nucléaires, il en existe plein, de toutes sortes et avec des acronymes incompréhensibles, mais la grande majorité est basée sur la même structure. Si l'on prend une tranche nucléaire, on peut distinguer deux parties. Tout d'abord la partie nucléaire, comprenant le réacteur nucléaire avec son combustible composé d'atomes fissiles, les barres de contrôle pour réguler la réaction dans le cœur du réacteur, et le générateur de vapeur. La deuxième partie est dite conventionnelle, avec des turbines, un alternateur et un condenseur. Ensuite viennent s'ajouter trois circuits. Le circuit primaire qui permet de faire circuler un fluide caloporteur, littéralement qui porte la chaleur, fluide caloporteur qui est sous pression pour évacuer l'énergie thermique produite par la fission dans le cœur du réacteur vers les générateurs de vapeur. Puis le second circuit intervient et permet de récupérer l'énergie thermique du circuit primaire en passant également par le générateur de vapeur, transformant le fluide du circuit secondaire, le plus souvent de l'eau, en vapeur. D'où son nom, générateur de vapeur. Cette vapeur circule vers la partie conventionnelle de la tranche nucléaire, ensuite passe par plusieurs turbines qui transforment l'énergie cinétique de la vapeur en énergie mécanique. Ces turbines sont reliées au rotor d'un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La vapeur se dirige ensuite vers un condenseur, permettant de la condenser, donc de la remettre dans son état liquide, grâce au troisième circuit, qui fait passer de l'eau froide dans le condenseur, et qui est elle-même refroidie grâce à des tours aéro-réfrigérantes. Notons qu'un apport d'eau extérieure est nécessaire à ce circuit, à cause de la vapeur d'eau qui s'échappe des tours. Cet apport peut provenir d'un fleuve ou de la mer, selon l'emplacement de la centrale. Ce circuit est donc ouvert, contrairement aux circuits primaires et secondaires qui sont fermés. D'ailleurs, toutes les centrales nucléaires ne possèdent pas de tours aéro-réfrigérantes, comme par exemple la centrale nucléaire du Tricastin. Effectivement, des détours sont présents à proximité de la centrale, mais étaient utilisés pour refroidir les installations d'Areva situées juste à côté. Bon, depuis le début de l'émission, je vous parle de centrales nucléaires en général, mais le sujet, c'est bien les centrales nucléaires à eau lourde. Si nous reprenons notre tranche, la spécificité de ces centrales est l'utilisation de l'eau lourde dans son circuit primaire, utilisée comme fluide caloporteur, mais également comme modérateur. Maintenant, deux questions se posent. C'est quoi un modérateur et c'est quoi de l'eau lourde? Tout d'abord, le modérateur. Il faut savoir que les neutrons produits par la fission ont une très grande vitesse, 13 000 km par seconde. On les appelle d'ailleurs les neutrons rapides. Mais cette vitesse les fait partir en ligne droite et diminue leur pourcentage de collision avec un autre atome. C'est pour cela qu'on utilise un modérateur pouvant thermaliser un neutron, autrement dit le ralentir, pour lui faire atteindre une vitesse avoisinant les 2 km par seconde. C'est encore beaucoup,
Mais en ralentissant, le neutron va avoir un mouvement aléatoire lui permettant d'effectuer une trajectoire plus longue. Mais le modérateur absorbe un certain pourcentage de neutrons en les ralentissant, qui varie selon le modérateur utilisé. Maintenant, l'eau lourde. Alors vous connaissez tous la formule chimique de l'eau, H2O, et bien celle de l'eau lourde, c'est D2O, D pour deutérium, qui remplace l'hydrogène dans la formule, et qui est un isotope de cet élément. Wouh! Elle est les isotopes! Utilisée comme modérateur, l'eau lourde permet de ralentir suffisamment les neutrons sans trop les absorber, ce qui rend possible l'utilisation d'uranium naturel. Contrairement à l'eau légère, qui absorbe plus de neutrons, il faudra donc enrichir le combustible en atomes fissiles pour compenser les neutrons perdus. D'ailleurs, l'atome fissile dans l'uranium est l'isotope U235, qui n'est présent dans l'uranium naturel qu'à 0,7% de sa composition totale. Mais cela permet tout de même de faire fonctionner les centrales nucléaires à eau lourde. Et c'est pour cela que ce fut le premier type de réacteur testé et construit. En février 1939, à Paris, 3 scientifiques réussissent une expérience prouvant la possibilité de produire des réactions nucléaires en chaîne. Ces scientifiques sont Lou Kowarski, Hans von Halban et Frédéric Joliot-Curie. Le mari de Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, ceux qui ont découvert la radioactivité. Le monde est petit. Fort de ce résultat, le 4 mai 1939, il dépose 3 brevets. 2 concernant la production d'énergie nucléaire, qui présentent déjà l'uranium comme un combustible, et le dernier brevet, sobrement intitulé « Perfectionnement aux charges explosives », qui décrit le principe de la bombe atomique. Il décide ensuite de créer le premier réacteur expérimental à eau lourde. Mais en septembre 1939... l'état-major français comprend l'importance de ces découvertes et décide de récupérer le stock mondial d'eau lourde, c'est-à-dire 186 kg répartis en 26 bidons, se trouvant à Rjukan, une petite province industrielle norvégienne. Cette opération militaire fut la première d'une série visant à empêcher l'Allemagne nazie de se pourvoir en armement nucléaire et fut nommée la bataille de l'eau lourde. 2 films existent concernant ces événements, où Irène et Frédéric Joliot-Curie jouent leur propre rôle, et même en 2015, une série norvégienne retrace cette période. À la fin de la guerre, le général de Gaulle crée en septembre 1945 le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, afin que la France rattrape son retard en matière de nucléaire, causé par la Seconde Guerre mondiale, et nomme comme directeur Frédéric Joliot-Curie. La première pile atomique française est construite en 1947 et se nomme Zoé. Z pour zéro, car la pile consommait plus d'énergie que ce qu'elle produisait. O pour oxyde d'uranium, le combustible. Et E pour eau lourde. Zoé divergea le 15 décembre 1948. Diverger signifie que la réaction en chaîne est amorcée. Puis 2 réacteurs suivirent, EL2 pour eau lourde 2, un deuxième réacteur expérimental, et EL4, qui est la centrale nucléaire des Monts d'Arrée en Bretagne, arrêtée en 1985 et toujours en cours de démantèlement. Le CEA décida ensuite d'abandonner la filière eau lourde pour se concentrer sur une autre filière, l'UNGG, mais nous y reviendrons. La France y a renoncé, mais pas le Canada, avec la filière CANDU, pour Canada, deutérium, uranium. Mais le plus gros problème de ces centrales sont leurs déchets, car en plus d'être hautement radioactifs, ils peuvent être utilisés pour fabriquer une bombe atomique. C'est d'ailleurs comme ça que l'Inde a pu s'équiper en armement nucléaire, grâce aux déchets de leurs réacteurs CANDU, vendus par les Canadiens. Le rendement d'une centrale nucléaire de type CANDU est de l'ordre de 30%, ce qui traduit l'énergie thermique produite par la fission dans le cœur du réacteur, transformée en énergie électrique qui sort de l'alternateur. 70% sont donc perdus à cause des différents éléments nécessaires à cette transformation. Mais l'énergie thermique produite par le réacteur est tellement importante que même avec 70% de perte, l'énergie électrique récupérable est énorme. Voilà, cet épisode est terminé. Il a été un peu plus long que les autres, mais j'espère qu'il vous a plu quand même. N'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires de cette vidéo, et on se retrouve très vite dans un prochain numéro. A bientôt.